quand j'étais, on va dire, à l'université, j'étais plutôt proche de l'extrême gauche étudiante et jamais adhéré à aucun parti d'extrême gauche, mais je militais avec des camarades au sein de différentes structures de ce type-là. Et effectivement, après avoir pris conscience des problématiques relatives à la mondialisation, on va dire début des années 2000, j'ai cessé tout activisme politique, enfin fin des années 90, et je l'ai repris au début des années 2000, oui, par 2005 par là, au sein des identitaires, avant de continuer mon parcours politique. En fait, moi j'ai toujours eu un pied dans différentes réalités politiques. Et surtout, comment dire, j'ai toujours considéré que la formation intellectuelle devait être suivie d'une mise en pratique. Et donc, à chaque étape de ma prise de conscience de certaines problématiques, j'ai cherché à transformer ça en action. J'ai toujours considéré, comme j'avais lu je crois, chez l'auteur Mishima, que savoir sans agir n'est pas encore savoir. Donc, c'était un petit peu cette idée-là. Et puis, après, ça dépend de la nature de chacun, mais moi j'ai toujours arrivé à un certain niveau de formation et d'information, on est naturellement porté à vouloir changer ce qui nous semble devoir être changé. Donc effectivement, c'est ce qui m'a amené à m'investir dans différents champs politiques, différents mouvements. Et j'ai fondé les non-alignés parce que finalement, je ne trouvais pas comment dire, ce que je cherchais forcément ailleurs. Et j'ai jugé intéressant d'essayer de tenter une synthèse, si on veut, mais à mon niveau, hein, mon modeste niveau, mais d'essayer de se faire rencontrer ce qu'il y avait de juste dans les différentes réalités politiques. Et même au-delà du politique, hein, puisque dans les moyens on fait aussi rencontrer des gens qui parlent même de questions de spiritualité ou de philosophie, des choses comme ça. Donc l'idée c'était de se faire se rencontrer ces différentes réalités et de poser les bonnes questions aux bonnes personnes. Ça, moi aussi, je tiens beaucoup à ça. C'est-à-dire, c'est la formation, si on veut, depuis mai 68 et avant, chaque génération a été privée du lien de transmission avec la génération d'avant. En fait. Et on a beaucoup de gens qui sont très brillants, notamment dans l'ère francophone et en France, qui sont très brillants dans leur domaine, mais qui n'ont pas forcément les relais nécessaires et qui ne peuvent pas toucher le bon public. Et à l'inverse, on a des jeunes qui sont laissés à eux-mêmes et qui ne trouvent pas les bons interlocuteurs et les bonnes personnes pour les former. Voilà. Donc c'est un petit peu ça le souci premier. Et, euh, et après, ça a pris différentes formes. Au début, c'est vrai que ça ressemblait un petit peu aussi au travail que fait Vincent Lapierre, par exemple. C'était d'aller faire je me rappelle les premières questions qu'on avait posées, c'était au moment de la campagne de vaccination sur la grippe aviaire des années 2010 par là. Et on allait dans les centres qui avaient été ouverts et on posait des questions aux gens sur ce qui les amenait à faire ça, qu'est-ce qu'ils pensaient de la vaccination. Et donc on avait des réponses intéressantes et beaucoup moins tranchées qu'on pouvait l'imaginer, même chez les gens qui se rendaient pour se faire vacciner. Donc c'était le premier travail. On a fait beaucoup de travaux de ce type-là. Après, on a été amené à organiser des conférences. Après aussi, voilà, du travail plus de formation métapolitique. Plusieurs acceptions du mot. On va dire, ceux qui l'ont beaucoup employé, c'est la nouvelle droite dans les années 70-80, à la suite de Alain de Benoît, qui en fait préconise d'agir avec ce fameux concept de gramscisme de droite, donc du théoricien communiste Gramsci, qui avait dit que la prise du pouvoir culturel précédait la prise du pouvoir politique. Donc les gens de la nouvelle droite s'étaient dit, bah, nous devons, maintenant que l'hégémonie culturelle est à gauche, les gens, on pourrait dire, identitaires européens doivent faire la même chose à droite, travailler au niveau culturel avant de reprendre le pouvoir politique. Ça, c'est vraiment l'acception purement politique du terme, mais à l'origine, le terme métapolitique est utilisé en France par Joseph de Maistre, qui, en fait, dans un de ses ouvrages, explique que les Allemands ont un terme qui désigne le point de rencontre entre la politique
et les questions d'ordre théologique et philosophique, et qu'ils appellent ça métapolitique, et qu'il faudrait que les Français aient un terme aussi approprié. Et c'était le travail de Joseph de Maistre, et des gens après toute cette école traditionnaliste, même des gens comme Guénon, ou des gens, voilà, Evola, des gens comme ça, on peut considérer qu'ils font de la métapolitique. C'est-à-dire, on peut dire, pour résumer, la métapolitique, c'est comment dire, c'est l'équivalent pour la politique de ce que la métaphysique est à la physique, si on veut. Voilà, dans la philosophie, la métaphysique, c'est ce qui est au-delà de l'analyse des choses sensibles. La métapolitique, c'est un petit peu ça. C'est aussi un moyen de continuer l'engagement politique dans une époque où tout est fait pour dissoudre le politique. Et ça rejoint après voilà, le thématique du livre. L'idée de la société ouverte, ça, c'est de vraiment le centre, un des axes, c'est la dissolution du politique, de manière à ce que les populations n'aient plus, on va dire, de possibilité de se protéger des assauts du libéralisme. Si vous voulez, le livre, alors l'Open Society, si vous voulez, je peux reprendre le plan du livre un petit peu, par exemple, pour expliquer. Dans le livre, je parle d'abord de la biographie de George Soros, qui est en fait, ce qui est intéressant de voir de quel milieu il est issu. Issu de la bourgeoisie juive de l'Empire austro-hongrois, qui s'est progressivement intégré aux élites financières de l'Empire austro-hongrois par, comment dire, justement par les activités économiques. C'est un financier à la base, donc c'est quelqu'un qui effectivement a une formation dans la finance, et donc c'est quelqu'un qui est depuis tout jeune dans les cercles, dès son arrivée à Londres. Il va être dans la London School of Economics, donc, qui est le centre bien connu du socialisme fabien, dont on a par ailleurs parlé des gens comme Pierre Hillard et d'autres. La Fabian Society. Voilà. Donc, et en fait, cette formation-là, on pourrait dire, pose le sceau de sa philosophie politique, qui est en fait la convergence du libéralisme financier avec la planification de l'économie, mais au niveau global et non plus au niveau des États. Donc l'idéal de la Fabian Society, c'était la révolution par le haut et le changement progressif, par étapes. Donc George Soros est dans cette idée-là finalement dès le début de sa carrière en fait. Donc il va être formé à Londres, ensuite il partira aux États-Unis où il deviendra un trader important. Il va être un des premiers à fonder et à utiliser ce qu'on appelait les hedge funds. Et donc c'est partant de là, de cette expérience et du réseau qu'il va tisser, que dans les années 80, il va pouvoir réussir ses grands coups financiers, et au début des années 90, et contre la livre, mais après aussi contre d'autres monnaies nationales, contre la lire italienne, voilà, contre le yen au Japon, c'est tout un cycle qui va s'ouvrir. En fait, certains affirment d'une certaine manière que c'est lui qui a accéléré le passage à l'euro. En fait. Enfin, c'est ces attaques répétées contre les monnaies nationales qui ont poussé à la faillite de l'ancien système monétaire européen, le système de stabilité économique européenne qui avait lieu avant l'euro. En fait. Certains vont dire que c'était effectivement fait pour accélérer une étape supplémentaire dans la construction européenne, que Soros soutient ardemment, mais d'autres vont dire aussi que en fait, c'était une manière d'affaiblir juste l'économie européenne et de pouvoir s'ingérer là où il le pouvait. Mais effectivement, on a l'impression, en fait, quand on croise l'analyse de ses actions et de sa philosophie, que en fait, il est européiste, mais pas européen, on pourrait dire. C'est-à-dire, il veut effectivement une structure européenne, mais une structure qui ne soit jamais assez forte pour pouvoir remettre en cause son idée de société ouverte planétaire. Donc ça rejoint effectivement tous les thèmes du mondialisme, c'est-à-dire une région d'un monde unifié.
Justement, cette citation résume bien l'intérêt que peut avoir l'étude d'un personnage comme Soros. Bon, maintenant, il y a de plus en plus, on voit des articles passer sur son activité de subversion politique, mais il me semblait qu'il manquait un travail de synthèse et un travail qui trie un petit peu les vraies informations, des informations plus farfelues. C'est un travail, en fait, au départ, comme maintenant je suis devenu journaliste politique, j'ai commencé à m'intéresser à cela et j'ai vu en fait les ramifications avec beaucoup d'autres domaines. En fait, George Soros, c'est un peu la face émergée de l'iceberg du globalisme. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir tout ce à quoi il est relié. Donc, mon étude, j'ai donc divisé mon étude ainsi. J'ai fait donc d'abord une biographie de Soros dans le livre. Ensuite, je parle donc de l'Open Society, son outil principal. Euh, dans la partie biographique, j'explique la philosophie politique qui sous-tend sa vision du monde en fait. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est un milliardaire mondialiste donc qui a vraiment une idéologie et c'est ce qui le rend intéressant et même fascinant par un certain côté. Quel est le moyen d'application de cette philosophie? C'est l'Open Society, donc cet ensemble d'ONG et d'associations qui est réparti partout dans le monde, sur tous les continents et qui agit dans différents domaines. George Soros a investi 14 milliards de dollars dans la fondation depuis sa création au début des années 80. Pour la seule année 2018, le budget de l'Open Society était de 1 milliard de dollars environ. Si on regarde donc les différents champs d'investissement, voilà, dans mon livre, je me suis concentré sur l'immigration, sur l'action sur l'immigration, sur les changements sociétaux, donc la légalisation de l'usage des drogues au niveau mondial, puisque c'est à ça que travaille George Soros et l'Open Society, la promotion de l'euthanasie, voilà, donc c'est tout un chapitre qui est dédié à ces thématiques-là. Ensuite, un travail sur tout ce qui est investi pour influencer les médias, donc tous les médias qui sont créés autour par l'Open Society. Donc tout ça, notamment la partie sur l'immigration, éclaire beaucoup de choses sur tout ce qui se passe actuellement autour, par exemple, on entend beaucoup parler de l'Aquarius. Bon, c'est, on va dire, une infime partie de ce qui se joue au niveau de la submersion migratoire du continent européen. Je parle dans le livre du plan Merkel-Soros. À partir du moment où Angela Merkel va vouloir appliquer son plan d'accueil de plusieurs centaines de milliers, voire d'un million de migrants, on a en fait, si on creuse un petit peu, on voit que ce plan est immédiatement inspiré d'un plan similaire que George Soros a fait paraître peu de temps auparavant sur son site et dans différents médias. L'investissement de l'Open Society dans le champ migratoire, de la submersion migratoire de l'Europe est gigantesque. Pour 2018, je crois que ça s'élève à 60 millions de dollars, sans compter les 500 millions de dollars que Soros lui-même investit de sa poche dans les entreprises qui ont promis d'employer des migrants et de s'impliquer dans l'intégration des migrants. Alors ce qui est intéressant, c'est ce plan Soros, qu'on a appelé aussi, certains analystes l'ont appelé le plan Merkel-Soros, parce qu'en fait, peu avant que Angela Merkel fasse son annonce d'accueillir près d'1 million de migrants, on a vu George Soros diffuser sur son site et dans différents médias l'annonce d'un plan qui est très similaire à ce qui a ensuite été proposé par Angela Merkel, qui est un plan en plusieurs étapes qui prévoit l'acheminement et l'intégration des migrants presque depuis leur source jusqu'à leur point d'arrivée. Donc c'est intéressant quand on étudie la question migratoire en prenant un plan large, c'est de voir à toutes les étapes l'implication des ONG comme l'Open Society et des partenaires de l'Open Society. Si on prend la question syrienne, on voit que, par exemple, face aux instances internationales, ce sont les mêmes ONG qui vont porter les attaques
contre le régime de Bachar al-Assad, comme ils l'appellent, donc contre la République arabe syrienne, des associations comme Human Rights Watch, voilà, et qui sont ensuite immédiatement, enfin qui sont connectées à l'Open Society, à tout ce réseau d'ONG qui ensuite vont acheminer les migrants, les aider à chaque étape de leur trajet pour se rendre en Europe. Voilà, donc on voit vraiment, moi dans mon livre, je tire pas de conclusion hâtive, je pose en fait un peu les activités de ces ONG à différents niveaux. Donc voilà, alors là on parle de l'Aquarius, mais l'Aquarius, il ne faut pas dire que c'est une goutte d'eau dans l'océan de l'immigration venue d'Afrique, mais c'est symptomatique de l'action de toutes ces ONG. Alors dans la partie sur les ONG, qui est une grosse partie du livre, malgré tout le travail que j'ai effectué, ça ne couvre finalement que, je me suis concentré sur certains cas précis sur certaines ONG, et en fait c'est une partie d'une multitude, d'une myriade d'associations qui sont appuyées par l'Open Society pour implémenter cette politique migratoire, comme on dit, au sein des institutions européennes. Donc, voilà. Donc c'est quasiment, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en se penchant sur le travail de l'Open Society dans différents domaines, donc la question migratoire, les changements sociétaux radicaux, comme la légalisation mondiale de l'usage de certaines drogues, on voit en fait une vision du monde qui est appliquée très clairement et qui dispose de moyens qui sont similaires à ceux d'un État en fait. Et en fait à ceux d'une sorte d'institution internationale parallèle qui agit avec les institutions internationales connues. Et en fait on plonge dans un monde qui est inconnu un petit peu aux citoyens lambda, qui croit que sa vie est gérée finalement encore par les États-nations ou éventuellement par des instances internationales. En fait, ça va beaucoup plus loin. On est déjà dans une forme quasiment de privatisation du politique et de forme de politique qui chevauche. C'est vrai que j'emploie même le terme de métapolitique du globalisme, parce ce sont des gens qui font vraiment de la métapolitique, mais au niveau où nous on ne pourra jamais le faire parce qu'ils ont des moyens colossaux, qui chevauchent les prérogatives des États pour amener progressivement à leur objectif, qui est un monde sans frontières, gérer en fait une population mondiale sans frontières, sans appartenance, mais gérée par un ensemble de multinationales. C'est quasiment écrit noir sur blanc que les États-nations freinent effectivement l'émergence d'une forme politique globale qui serait plus juste que les injustices qui existent au niveau des États-nations. Mais cela apparaît encore plus clairement quand on se penche sur la philosophie personnelle de George Soros et sur ses écrits en fait. Et George Soros, c'est quelqu'un qui est en plus de son activité dans la haute finance et ensuite dans son activité métapolitique, a toujours voulu être reconnu comme un penseur ou un philosophe. Il aimerait laisser sa marque sur l'histoire, mais aussi sur l'histoire des idées. Donc il toujours dit s'inspirer de Karl Popper, mais il aurait aimé être une sorte de second Karl Popper, si on veut, mais il a bien conscience qu'il n'en a pas d'une certaine manière l'étoffe ou la capacité intellectuelle, mais ce qui est intéressant, c'est que cette tentative de vouloir être philosophe lui a fait forger des outils conceptuels qui l'aident dans l'application de sa vision politique de manière concrète. Voilà. Notamment, je fais un long développement dans le livre sur ce qu'il appelle la théorie de la réflexivité, qui est en fait très proche des conceptions qu'on retrouve dans la cybernétique ou dans l'ingénierie sociale, en fait, avec l'idée de rétroaction et il s'agit en fait d'une certaine manière pour l'ingénieur social d'analyser de poser
une action d'influence dans une société donnée et ensuite d'en analyser les retours de manière à pouvoir se positionner. Et en fait, c'est une théorie qui lui vient directement de son action dans la finance et dans son investissement dans la bourse. Donc là, comme ça peut peut-être paraître un peu abstrait, mais dans le livre, je pose clairement l'axiologie en fait, philosophique de sa pensée politique. Ça, c'est une partie. Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est toujours pareil, finalement, il développe il dit clairement les choses en fait, hein, mais il développe une pensée assez, qu'on pourrait dire, enfin, libérale, très doucereuse, très bien pensante en fait, qui a un petit peu anesthésiante. Mais si on creuse derrière et si on cherche surtout dans les influences qu'il a eues, donc Karl Popper qui est le penseur du libéralisme politique au XXe siècle, qui est aussi un des pères de l'ingénierie sociale, mais une ingénierie sociale qui se voulait progressive, qui reprochait notamment aux marxistes à son époque d'être trop brutaux dans les moyens et de risquer finalement de provoquer des réactions de rejet. Donc lui, il est pour la planification et la modification des sociétés par étapes, de manière plus douce. Et c'est ce qu'on constate à notre époque. Et donc quelqu'un comme Soros donc, est directement inspiré par Karl Popper, mais aussi dans un livre qui est très intéressant, que je cite beaucoup dans mon étude, c'est un livre qui s'appelle Opening Soviet System, que George Soros a écrit au moment de son activité, au moment où son activité était la plus intense dans les pays d'Europe de l'Est à la chute du communisme, où il a vraiment pensé que justement c'était le moment historique pour le triomphe définitif de la démocratie libérale en Europe orientale. Donc il s'est investi massivement là-dedans et il a mis tous ses moyens dans cette lutte-là. Et en fait, dans ce livre, il cite à un moment donné, mais dans d'autres de ses ouvrages aussi, je crois, un auteur qui s'appelle Gregory Bateson. Et en fait, Gregory Bateson est un anthropologue qui a été très impliqué dans les débuts de la cybernétique, et notamment dans l'organisation des conférences Macy aux États-Unis, qui ont réuni toute l'élite intellectuelle qui travaillait à l'émergence de la cybernétique et du contrôle psychosocial des populations. Gregory Bateson a commencé son activité dans le renseignement militaire en tant qu'anthropologue militaire pendant la Seconde Guerre mondiale en fait. Donc c'est une des origines. C'est intéressant de voir cette influence-là sur la pensée de George Soros. Donc en fait, pour parler de la philosophie politique de George Soros et la philosophie politique de la société ouverte en tant que concept, j'ai donc été amené finalement à creuser cette question de la cybernétique, de l'ingénierie sociale. Et en fait, on se rend compte qu'il y a finalement 3 courants principaux qui innervent et qui influencent ce concept de société ouverte. C'est donc le Karl Popper, et donc on pourrait dire le libéralisme éclairé à la sauce popperienne, mais aussi donc le marxisme culturel, qui était très proche justement des premiers mouvements, du premier mouvement de la cybernétique. Et donc les cybernéticiens, comme Gregory Bateson, les gens de la conférence Macy et d'autres, dont on se rend compte si on étudie ces différentes philosophies politiques, le marxisme culturel, la cybernétique et le popperisme, si on va l'appeler comme ça, c'est cette idée précisément de lever tous les cadres naturels, on va dire, dont les communautés humaines héritent pour les amener à une communauté mondiale. En fait, c'est une sorte de panhumanisme, pan-mixiste, qui doit s'appliquer au niveau international, au niveau global. Et en fait, quand on regarde les penseurs donc, qui ont influencé ces courants idéologiques de la société ouverte, si on creuse sur leur influence profonde, on tombe sur l'idée du millénarisme politique. En fait. Et ça, c'est assez clair chez George Soros lui-même, quand il dit que depuis tout jeune, sa citation, depuis tout jeune, j'ai lu des fantaisies messianiques.
Il a toujours voulu influencer l'histoire, mais à un niveau presque on pourrait considérer pathologique pour l'homme normal, mais il se pense vraiment comme presque lui-même comme un moment de l'histoire universelle. Et selon cette idée, en fait du messianisme, si on creuse les penseurs qui ont donc dirigé, qui étaient impliqués dans la cybernétique, on a tous ces penseurs marxistes, du marxisme du début des années 20, notamment, voilà, et qui ensuite ont été appelés l'école de Francfort. Donc tous ces gens-là, si on étudie leur background familial, on voit qu'ils ont tous, tous baigné dans une influence de millénarisme religieux. Et c'est très clair pour les penseurs de l'école de Francfort. Et cette tendance-là, qui veut aboutir à une forme de paradis sur Terre de manière immédiate, se manifeste très clairement dans l'utopie de la société ouverte. En tout cas, c'est le chaos, oui, c'est le chaos constructeur. C'est dissoudre pour recoaguler d'une manière différente, comme disent les ésotéristes. Solver et coagula, c'est un peu ça la manière d'opérer. George Soros est un dialecticien, même si on pourrait dire Karl Popper a toujours dénoncé Hegel, le père de la dialectique, comme un ennemi historique de la société ouverte. Donc en fait, dans mon livre, je montre vraiment, il y a une partie vraiment de philosophie politique, où je montre vraiment ce qui sous-tend la pensée de George Soros et la pensée de Karl Popper. Voilà. Et donc pour eux, Hegel était un ennemi de la société ouverte, mais parce que Hegel, d'une certaine manière, en tant que père de la dialectique, donne des armes pour comprendre les moyens de procéder qu'ils utilisent eux-mêmes, en fait, et qui est justement d'utiliser des oppositions. Et c'est ce qui a bien été expliqué par certains, comme justement Postfacier et Lucien Cerise, sur l'idée de triangulation, voilà, toutes ces notions-là. Mais sur l'idée de messianisme avec une attente religieuse, moi je parlerais vraiment de millénarisme, c'est-à-dire c'est une volonté d'instaurer une sorte de paradis terrestre, mais immédiatement. Donc c'est presque un messianisme sans messie. C'est pas, je vois les travaux de Youssef Indy auxquels vous faites référence, mais je pense que ces gens-là, en fait, sont des gens qui sont sortis, sont des idées religieuses sécularisées. Ils n'ont pas d'attente religieuse, ils n'ont gardé que le but final qui serait en fait une espèce de paradis terrestre, mais qui selon eux ne peut arriver que si donc les antagonismes et les États-nations sont supprimés. Donc en fait c'est une sorte de fuite en avant, parce qu'à chaque phase historique apparaissent toujours de nouvelles contradictions qu'il faut résoudre pour arriver à cette utopie égalitaire qui de fait ne peut pas se réaliser dans le monde physique que nous connaissons, parce qu'il y aura toujours des oppositions entre les différents groupes humains qui existeront. Donc ce qui est dangereux dans cette utopie, c'est qu'elle elle tend à devenir le code source de l'Occident, en fait, la philosophie profonde de l'Occident, à remplacer le christianisme, et on pourrait dire au niveau métapolitique la romanité chrétienne qui avait inspiré tous les États européens et occidentaux en général, par cette utopie d'une gouvernance globale et d'un dépassement des États-nations et d'une fusion de toutes les communautés en une seule communauté mondiale. Mais ce qui risque d'arriver, c'est l'affaiblissement des défenses immunitaires de l'Occident face à des civilisations qui, elles, n'auront pas abandonné leur substrat propre et qui finiront de fait par prendre le pas sur l'Occident, si l'Occident continue cette voie-là, vu que c'est une voie qui est irréaliste et irréalisable. Donc le problème, il a, donc c'est vraiment chez nous
le cœur de l'action de la société ouverte, finalement. Même si elle a lieu partout dans le monde, elle vise à convertir l'Occident à cette idée universaliste radicale. C'est la quantité et la rapidité de, ce- de ces arrivées de flux migratoires, et puis c'est le différentiel démographique qui est entre l'Afrique et l'Europe notamment est clair. Donc partant de là, on n'est plus dans la même configuration. On peut plus, on peut intégrer des groupes humains, enfin on peut intégrer des personnes, éventuellement des familles, des groupes humains, mais pas des populations entières qui se déversent sans discontinuer. Et on parlait des Mexicains, oui, ben, les Mexicains maintenant, aux États-Unis, certaines villes sont à majorité, enfin les naissances sont à majorité issues de gens du Mexique. Donc et si on regarde en France, voilà ce que certains appellent le grand remplacement, c'est clairement le projet de. C'est pas quelque chose, c'est un projet de société en fait. Et ce qu'on dit souvent quand on parle de ces questions-là, on va dire oui, mais alors ça c'est la théorie du complot. Les gens, on ne sait jamais bien ce que ça désigne, mais c'est pas il n'y a pas de complot là, dans l'idée de société ouverte. Il y a un projet, c'est un projet de société qui avance par étapes et qui est porté par des élites qui sont hors de portée des populations. Les populations vivent dans le théâtre de la politique politicienne. C'est pour ça que l'idée de société ouverte est très perverse, parce qu'en fait, c'est l'idée, cela joue sur les sentiments humains, en fait. C'est sur cette idée, justement, de générosité, et on pose toujours de manière dialectique et binaire, soit vous êtes pour la société ouverte, soit vous êtes fermé, clos, replié sur vous-même, toute chose que personne n'a envie d'être. Donc c'est en posant les problèmes de cette manière-là qu'on ne peut pas les résoudre. L'Italie est en première ligne de ces flux migratoires, et surtout l'Italie connaît un changement démographique très rapide. Ce qui s'est fait en France sur plusieurs décennies est en train de se faire en Italie sur une ou deux décennies. Avec la différence aussi qu'il n'y a pas eu l'étape intermédiaire qui est, on va dire, l'assimilation de populations issues de la colonisation. Là, on a directement des gens, et on le voit quand on est en Italie, on n'a pas comme en France une population qui pourrait être considérée comme un intermédiaire entre le français de souche, comme on dit, et puis l'étranger. Là, on a directement des Italiens et puis ces nouvelles populations qui arrivent et qui ne sont pas intégrées. Donc le réveil identitaire, on pourrait dire, des Italiens, mais identitaire et social, puisque c'est aussi un rejet, c'est aussi quelque chose de concurrence de groupe dans une société, dans une phase de crise économique dans une phase oui, de régression économique. Donc forcément, on va toujours plus aller. C'est le paradoxe de cette société ouverte, c'est que c'est au moment où ça va être de plus en plus difficile d'intégrer les populations on va en rajouter toujours plus. Donc le phénomène, ce qui se passe en Italie est d'une certaine manière une conséquence logique. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement des gens comme Salvini et d'autres personnes d'autres responsables du personnel politique italien pointent directement du doigt l'Open Society et les actions de George Soros. Dans mon étude, je cite beaucoup de chercheurs indépendants italiens qui sont très documentés sur tout ce qui est l'activité des ONG et qui ont vraiment étudié ça de manière très poussée. C'est d'ailleurs un des paradoxes, c'est que ce sont les moyens modernes, d'une certaine manière, d'Internet et des médias alternatifs qui sont en train de se retourner contre l'Open Society en Italie. C'est ces mêmes moyens qui ont permis, par exemple, en Afrique, les révolutions arabes ou les printemps arabes, ces mêmes moyens peuvent être utilisés dans l'autre sens par les conservateurs et les populistes pour un retournement dialectique du projet de la société ouverte.
Bah, ce qui est fascinant à étudier, effectivement, c'est l'investissement de Soros et de l'Open Society simultanément sur différents fronts. Euh, ce qui est appliqué en Ukraine euh, est directement issu des conceptions de ce Gregory Bateson dont je vous parlais, qui a étudié en anthropologie une notion qu'il a dénommée la schismogénèse, c'est-à-dire le moment où le moment et la manière dont les groupes humains se différencient, notamment dans certaines tribus, des tribus très proches au départ, même la même tribu, qui va donner naissance à deux groupes antagonistes qui vont se différencier sur des choses très, 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 très peu visibles de l'extérieur de sa mer. Donc ce qui se passe en Ukraine, c'est directement cela, c'est-à-dire l'ingénierie sociale, et ça c'est très bien montré aussi dans le livre sur l'Ukraine de Lucien Cerise, sur la manière dont les forces de la société ouverte savent utiliser ces antagonismes qui ont été étudiés, qui sont connus, et qui sont appuyés de l'extérieur. Et la clé, de toute façon, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. Du moment qu'on investit des moyens, en fait, sur les bonnes personnes, on en fait ses affidés, et d'une certaine manière, ces personnes, après, sont liées à vous. Les actions qu'elles vont commettre sur le terrain les poussent dans une dynamique qui empêche tout retour en arrière. Cela augmente les clivages, les antagonismes. Une fois que le sang est versé, les gens sont dans l'envie de vengeance, d'une certaine manière, peut être légitime. Donc à partir de là, tout retour en arrière devient impossible. Et donc on peut voir la stratégie d'ensemble, si on veut, c'était d'empêcher le rapprochement de l'Europe, qui est la première économie du monde, hein, finalement, si on prend tous les pays européens simultanément, et les ressources stratégiques que possède la Russie. Donc pour arriver à cette fin, il fallait effectivement faire de l'Ukraine non pas un pont et un passage entre Europe et Eurasie, mais effectivement un verrou et une frontière. Et ce qui est intéressant, c'est de voir avec quelle perfidie le nationalisme qui est interdit au sein de l'Union européenne est poussé à son point d'incandescence le plus paroxystique en Ukraine, en autorisant même on va dire des résurgences de néonazisme ou de choses qui seraient chez nous considérées comme vraiment la perversion ultime. Donc ça montre aussi à quel niveau il faut se situer pour faire une analyse froide de la géopolitique et des forces en présence qui sont au-delà du bien et du mal. On a des camps qui... Voilà. Et ce qui est parler de Poutine, ce qui est intéressant, c'est que l'appareil d'État et le Kremlin russe sont dans une approche qui justement n'est pas juste moralisatrice ou qui est dans la réelle politique. Voilà. Si on reste dans la réelle politique, on peut se défendre. Si on est dans les postures idéologiques ou dans l'idéalisme pur, on se fera on doit s'attendre à de sérieuses déconvenues. Et le problème pour les sociétés occidentales et principalement pour l'Europe occidentale, c'est que maintenant que les pays d'Europe orientale, comme la Russie, et maintenant la Hongrie, commencent à se dégager de cette influence de Soros qui était devenue gigantesque après la chute de l'Union soviétique et du communisme en général, maintenant qu'ils se dégagent de cette influence et que ce que les tenants de la société ouverte attendaient, c'est-à-dire le remplacement du communisme par le libéralisme total, n'est pas arrivé. C'est-à-dire que les sociétés d'Europe orientale ont le libéralisme économique, mais elles n'ont pas le libéralisme idéologique et sociétal aussi poussé que nous l'avons nous. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est que cette idée de société ouverte, si parallèlement à cette révolte de l'Europe orientale, l'administration Trump aussi de son côté commence à freiner, voire à vouloir revenir sur certaines politiques et certaines actions de la société ouverte sur son territoire, de fait, les réseaux Soros et la société ouverte trouvent leurs principaux
terrain de repli en Europe occidentale, et principalement dans la France macronienne et dans l'Allemagne merkelienne. Donc maintenant, on se retrouve donc dans une situation assez paradoxale, et on est un peu à front renversé, où par exemple dans la situation où l'administration Trump veut maintenant se dégager de la société ouverte pure pour pouvoir mener la guerre commerciale dans un contexte d'affaiblissement économique face à la Chine et face à l'Union européenne. Nous retrouvons, nous, Européens, à avoir nos défenses immunitaires complètement à plat dans cette nouvelle guerre économique globale, économique et plus. Donc le seul moyen de ne pas sombrer complètement, c'est à notre tour de sortir de cette idéologie-là et de revenir à la réelle politique. Voilà. En France, effectivement, si on avait une convergence de la même manière entre les populistes, les conservateurs, les conservateurs sur la manière les conservateurs de la droite, les populistes du Rassemblement national et les forces, certaines forces souverainistes de la gauche type Mélenchon, oui, on pourrait avoir quelque chose de similaire. Mais on a l'impression qu'en France, le règne des partis est beaucoup plus puissant que cette possibilité-là. Alors, après, en fait, je pense que plus ou moins ce qui se passe comme aux États-Unis ou comme en Italie, mais comme partout finalement, c'est quand à l'intérieur de l'État, certaines structures voient leurs intérêts devenir antagonistes de cette utopie globaliste et commencent à vouloir favoriser une autre politique. À partant de là, si elles peuvent converger avec des mouvements qui viendraient de la base ou qui seraient plus issus de la population, on pourrait avoir quelque chose qui atteigne une masse critique qui permette de revenir là-dessus. Mais le problème étant en France qu'on a effectivement cette problématique que on a des populations qui sont maintenant massivement implantées sur le territoire, et il va donc falloir procéder par étapes. Les déstabilisations sont très faciles. Si s'il arrivait un pouvoir populiste ou conservateur en France, comme il y a eu en Italie, il est très facile de déclencher des troubles, de faire à répétition. Je ne sais pas si par exemple la France pourrait supporter ce qu'ont supporté les États-Unis depuis l'arrivée de Trump, c'est-à-dire à répétition l'activisme de réseaux comme tout ce qui concerne les banlieues américaines, d'une certaine manière, tous les émeutes de Ferguson, ces choses-là. Encore un réseau qui est soutenu par Soros. Les Black Lives Matter. Par exemple. Oui, clairement, avec Black Lives Matter, qui sont liés à l'Open Society. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que Soros fait aux États-Unis la même politique qu'il va faire à l'étranger, c'est-à-dire casser l'homogénéité des États-nations. Et donc ce qui est intéressant, c'est que l'administration Trump, et notamment à l'époque où il était dans l'administration Steve Bannon, a clairement identifié George Soros, les réseaux Soros, et y compris les influences idéologiques de George Soros, comme l'école de Francfort, ont été clairement pointées du doigt par des gens comme Steve Bannon. Steve Bannon qui dit que Soros est l'ennemi de tous les nationalistes. Voilà. C'est un des derniers sujets sur le site des Landes Alignées. Oui, c'est ça, oui. Et j'ai traduit une interview qu'il a accordée à une personnalité de la Ligue du Nord. Et oui, puisque clairement. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir justement la réponse que vont amener quelqu'un comme Steve Bannon. La réponse pour lui, c'est l'alliance de tous les populistes en Occident, autour des États-Unis trumpiens, de certaine manière, contre la société ouverte et contre les réseaux Soros. Alors là,
je dirais peut-être parce que déjà c'est peut-être quelqu'un qui s'est fait lui-même, c'est quand même un patron d'entreprise, quelqu'un qui a réussi dans un milieu et à un niveau tel que pour réussir il faut clairement savoir encaisser les coups et écraser les autres, quoi. Donc partant de là, c'est peut-être la différence essentielle. Et puis après, bon, pour dire la différence, elle est même, j'ai envie de dire, éthologique, quoi. Enfin, au niveau de l'éthos de la personne. Enfin, euh, on voit que Trump est quand même, est un homme traditionnel d'une certaine manière qui agit en homme. Bon, on voit Macron, on voit un type de personnalité très différente, un petit peu. Donc je pense que ça tient aussi à ça. Mais après, clairement, enfin, la France n'est pas... si la France veut devenir... veut être souverainiste ou indépendante, il faut avoir des dirigeants qui soient prêts à encaisser les coups, voire peut-être même à être éjectés ou supprimés. Clairement, le dernier dirigeant qui a réellement tenté de faire de la France une puissance mondiale non alignée, c'était le général de Gaulle, et c'est lui qui a essuyé la première tentative de révolution colorée, moderne et aussi poussée. Donc c'est à ce niveau-là que ça se joue. On voit que Salvini, là par exemple, justement, là on lui sort des affaires, maintenant aussi la justice italienne, c'est une arme classique. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'à force d'utiliser cette arme, bon, la population, ou en tout cas la partie de la population qui suit, voilà, les moins dupes, les gens qui suivent Trump, ils comprennent très bien. On est passé, en fait, on est passé dans un autre univers quand même. On est passé dans un univers où on a un chef d'État, par exemple aux États-Unis, qui a sa propre communication, qui accuse ouvertement les médias d'être des menteurs. Donc on est dans quelque chose de complètement... et si nous-mêmes, en France ou en Europe occidentale, on ne vivait pas complètement dans une espèce de... malgré que nous-mêmes soyons investis dans les médias de réinformation, on est constamment noyé dans cette espèce de bulle virtuelle qui tend à nous faire croire qu'on est encore dans le monde d'avant. Mais ça peut aller très vite en fait. C'est-à-dire que la société ouverte, l'utopie de la société ouverte, ça peut vraiment se fracasser très rapidement en fait. Et on peut en sortir presque aussi rapidement que les pays de l'Est sont sortis du communisme. Et c'est pour ça qu'à la phase où on est actuellement, on atteint une propagande qui frise le délire, quoi, sur les sujets notamment sociétaux, ces sujets-là. Cela vise à nous détourner de l'effondrement prochain de cette structure ou du changement de paradigme qui va forcément arriver, quoi. Sauf que si on regarde l'histoire, comment dire, les guerres commencent toujours d'Europe, enfin, les guerres modernes. Donc, on a eu la Seconde Guerre mondiale qui était une guerre occidentale qui s'est étendue au monde, mais l'enjeu premier de la Seconde Guerre mondiale, c'était qui va avoir l'hégémonie sur l'Occident. Et on avait l'affrontement entre le groupe, l'anglosphère et l'Allemagne. C'était un petit peu une situation similaire avec le jeu stratégique de la Russie. Qui allait suivre la Russie? On a eu le pacte germano-soviétique, et puis ensuite, à partir du moment où ce pacte était brisé, l'alliance de l'anglosphère et de la Russie qui a brisé l'Allemagne. Et la guerre s'est jouée à la fin sur le territoire européen, comme la Première Guerre mondiale. Avec la masse de population halogène que nous avons chez nous, on peut penser qu'on va vers des déstabilisations, vers des problématiques plus lourdes que les Black Lives Matter ou je ne sais quoi aux États-Unis. Là, on peut avoir vraiment, avec les groupes djihadistes qui sont déjà présents en Europe, avec les gens qui reviennent de Syrie, on va dire, un auteur américain qui parle de domination multiscalaire, quoi. C'est tout le champ possible peut être utilisé pour empêcher un changement de paradigme qui échapperait à ceux qui tiennent la structure actuelle. Xavier Moreau, oui, est on va dire, un analyste et aussi un homme d'affaires qui vit à Moscou, donc qui
qui justement est très attentif et très informé sur ce qui se passe au niveau de la politique internationale. Donc, comme je l'avais interviewé à plusieurs reprises pour mon site, je lui ai proposé de réaliser une préface pour mon ouvrage. Je lui ai fait lire l'ouvrage, il a accepté immédiatement, donc je suis très honoré de ça, parce que c'est sûrement une des personnalités, je pense, les plus brillantes on va dire, de la mouvance des analystes conservateurs. Donc, il fait un parallèle qui, je trouve juste, c'est dans sa préface, vous verrez, entre Soros et Lénine, en fait. D'une certaine manière, Soros est un Lénine qui utilise des moyens différents et des moyens de notre temps, mais pour arriver à un objectif qui est similaire, c'est la société mondiale sans classe, sans race et sans nation. En fait, il y a finalement, les livres qui ont été écrits sur George Soros sont de deux types. Il y a soit des biographies qui ont été faites surtout dans les années 90, à l'époque un petit peu où il était vraiment connu justement pour son activité dans la finance et où il était présenté comme vraiment le golden boy, la personne vraiment qui connaît tout sur les rouages de la finance. Donc tous les gens qui voulaient réussir dans ces domaines-là écouter ses conseils et un autre type de livre, c'était plutôt les interviews en fait de George Soros ou les biographies vraiment officielles. Donc c'est on va dire de livres vraiment sur l'activité politique de George Soros qui se concentre là-dessus. Je pense que c'est le premier du genre en langue française. Mais comme je vous disais, ce livre va au-delà de la présentation de George Soros, qui parle vraiment de cette idée de société ouverte et du globalisme en général et des courants idéologiques qui sous-tendent cette notion de société ouverte. Donc c'est à la fois un livre d'enquête, puisque j'ai vraiment rassemblé des informations et prises tout au long de plusieurs mois, voire plus d'une année de travail, mais aussi un livre de philosophie politique et un livre de géopolitique. Donc ce sont ces trois principaux champs que j'ai étudiés, et George Soros, plus on creuse son activité, son action, plus on voit que c'est la face émergée de l'iceberg, mais effectivement c'est, on pourrait dire, si le globalisme est une image, est une hydre, c'est une des têtes les plus agressives. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que, comment dire, son idéologie promeut une société ouverte sans frontières, qui veut tendre à une sorte de paradis terrestre ou quelque chose de vraiment complètement utopique, mais elle ne peut s'appliquer que avec le bras armé de l'impérialisme américain le plus classique. C'est-à-dire que c'est qu'une fois que les pays sont déstabilisés, comme la Libye, la Syrie et tous les pays du Moyen-Orient, c'est qu'une fois les pays déstabilisés par l'action militaire classique, que ces ONG peuvent commencer à agir à cette échelle-là. Ce sont les deux faces du même impérialisme, d'une certaine manière. Il y a la face dure, il y a le hard power et il y a le soft power. McCain, effectivement, Soros a déclaré là récemment qu'il était un grand combattant de la démocratie et de la liberté, des droits de l'homme même, nous avait quittés. Donc oui, d'une certaine manière, la gestion en fait, ce sont les deux pôles, le pôle néoconservateur, qui lui est dans l'impérialisme ouvert et la vassalisation claire des autres nations, et puis la version, on pourrait dire, de la société ouverte, et même de Obama, qui avait succédé à Bush, qui était la doctrine aussi de ce qu'ils appellent le lead from behind, donc de gouverner par derrière, plutôt d'avoir
des personnalités inféodées directement dans les pays plutôt que seulement des vassaux qui vous craignent. Mais ces deux choses vont de pair en fait, d'une certaine manière. Une fois qu'on a détruit un pays, on peut arriver et se présenter comme la solution et presque le problème qu'on a créé. Voilà le problème qu'on a créé, puis par cette forme de charité et de bien-pensance. Et en fait, le problème, c'est que les populations sur place, sûrement, ne sont pas dupes. Et elles prennent les aides qui viennent, elles vont prendre ce qu'on leur donne. De toute façon, quand il n'y a plus rien, on prend ce qu'on nous donne. Mais cela vise essentiellement les populations occidentales en termes de propagande. C'est de ne pas montrer cette forme de néocolonialisme de manière directe. Donc on va montrer que ce sont deux choses distinctes. C'est-à-dire, et d'ailleurs Soros lui-même a attaqué George Bush ouvertement, alors que financièrement, ils étaient liés, ils sont liés, ils sont présents dans les mêmes think tanks américains, mais il y avait cette espèce d'opposition organisée, d'opposition contrôlée un petit peu entre les néoconservateurs d'un côté et puis Soros et les tenants de la société ouverte qui étaient à l'époque scandalisés. Mais au final, ça allait dans la même direction. Et ce qui est intéressant, c'est que l'administration Trump semble être la première administration à avoir cassé un petit peu ce jeu-là. Est-ce parce que, justement, Soros était l'un des principaux financiers d'Hillary Clinton et des démocrates? Oui, bien sûr. Mais c'est plus profond que ça, parce que finalement, tant que ce jeu-là était entre les républicains classiques et les démocrates comme Clinton, finalement, comment dire, il n'y a pas d'opposition réelle. Là maintenant, Trump a cassé cette fausse dualité et s'attaque réellement à desserrer l'influence des réseaux de la société ouverte aux États-Unis même. C'est ce qui est intéressant à voir. Mais après, ça ne veut pas dire que pour nous, Européens, on va être forcément dans une meilleure situation. Comme je vous disais, si les Russes sortent de la société ouverte, si les Américains sortent de la société ouverte, la dernière base de repli, on va dire, reste l'Europe occidentale. Donc maintenant, nous sommes directement encore plus sous pression. C'est ce qui peut amener justement des gens comme Jacques Attali, qui est directement... quelqu'un qui a toujours loué George Soros, qui se veut être une sorte de Soros français à son niveau, avec un peu les mêmes méthodes, le microcrédit, les choses, l'investissement dans les pays du tiers-monde, la même idéologie planétarienne. Donc même des gens comme Attali en viennent à intégrer le fait que pour contrer le populisme authentique, il faudrait fabriquer un souverainisme compatible avec leur idéologie. Voilà, on voit que leur marge de manœuvre se réduit. Mais il leur reste en fait cette puissance fondamentale qui est la puissance des représentations idéologiques collectives et des médias, et puis de cette impression qu'on continue de garder, que leur vision du monde est la vision du monde dominante. Alors que ce n'est pas la vision du monde dominante, c'est la vision du monde des élites et de ceux qui tiennent les médias. Mais les populations sont soit déboussolées, soit conservatrices et souverainistes. Alors là, vous faites un peu un amalgame aussi, de votre côté, entre Zemmour, Golnadel, Finkielkraut. Après, il peut y avoir des nuances. Par exemple, je trouve que Éric Zemmour est quelqu'un qui va beaucoup plus loin qu'un Golnadel, qui répète un petit peu toujours les mêmes mantras sur l'islamo-gauchisme, et qui, justement, un Golnadel peut vraiment être vu comme un néoconservateur, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas un conservateur authentique, c'est-à-dire un néoconservateur, c'est quelqu'un qui veut conserver la société issue de la modernité ou de mai 68 face aux assauts de tout ce qui s'oppose à elle. Mais sur l'émergence, enfin, si des gens comme Golnadel, effectivement, ont parlé ouvertement des réseaux Soros, même et tout, ils commencent à reprendre ce cheval de bataille. Bon, ça fait bien longtemps aux États-Unis et même en Israël
que la droite pro-sioniste attaque George Soros. Notamment aux États-Unis, un personnage qui est très intéressant à étudier, c'est David Horowitz, qui est vraiment un sioniste invétéré et qui peut être un des sites les plus documentés sur les réseaux Soros et qui l'attaque, mais sous l'angle justement de Soros, qui serait un ennemi de la civilisation occidentale incluant évidemment Israël, et aussi un soutien on va dire, un soutien aux Palestiniens trop grand des ONG de l'Open Society. Et ça, c'est intéressant à voir. Donc c'est un clivage qui est là. Alors, on peut voir ça comme effectivement juste une opération de communication et une forme de nouveau de triangulation, ou de piège abscon, comme diraient certains. Mais on peut voir ça aussi comme une opposition. C'est ce dont je parle dans l'étude, dans une partie qui est consacrée, une opposition qui pourrait exister entre les sionistes, on pourrait dire réalistes, c'est-à-dire ceux qui sont dans la réelle politique, qui disent voilà, nous on a un État, ou en tout cas un proto-État à gérer et à construire, et ceux qui sont plus dans directement l'utopie planétaire en fait, et globaliste. On voit par exemple un Jacques Attali qui avait déclaré dans une interview, je ne sais plus si c'est au Times of Israel ou je ne sais plus quel journal israélien, qu'il fallait un petit peu mettre le bémol sur le communautarisme israélien et favoriser l'assimilation, parce qu'en fait, le judaïsme, pour perdurer au niveau mondial, avait besoin de plusieurs centaines de millions de juifs. Donc c'est deux visions différentes. D'une certaine manière, dans la vision de Soros, comme d'autres globalistes, l'idée c'est d'arriver directement à une population, à une nouvelle humanité, et dans lequel le judaïsme n'aurait été qu'un tremplin pour arriver à cette utopie-là. À l'inverse, on pourrait dire le sioniste communautariste ou religieux qui veut avoir son royaume de David restauré avec peut-être un roi prêtre à sa tête, ou quelque chose d'assez irrationnel face aux institutions internationales, ce sont deux choses qui peuvent peut-être s'opposer. Certains diront, comme justement vous avez cité Youssef Indy, que non, c'est la même chose, et cela paraît... ce qui est intéressant, c'est de voir ce que font les grandes puissances par rapport à ces clivages-là. Par exemple, ce qui est intéressant, c'est de voir la Russie, et par exemple les déclarations du président Poutine, qui a ouvertement qui a expliqué aux représentants de la communauté juive de Russie que les bolcheviks les premiers bolcheviks, les plus criminels, étaient constitués à 80% de personnes d'origine juive. Mais il a expliqué cela en disant aussi, ces gens-là s'en sont pris aussi aux juifs. Donc ces gens-là s'en sont pris à tous les Russes. Ils avaient une idéologie dévoyée, idéologie qui était justement le millénarisme politique. Alors certains évidemment diront non, mais ce millénarisme est constitutif de l'identité juive et de la matrice religieuse juive. Là, moi je vois les choses avec les informations qu'on a. Après, ce clivage, en tout cas, il est revendiqué. Est-ce qu'il est réel jusqu'au bout ? Mais de toute façon, la politique a toujours une part de communication et de jeu. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un Netanyahou est attaqué maintenant par le Congrès juif mondial pour ses positions trop nationalistes d'une certaine manière. Et du coup, lui-même va soutenir des conservateurs comme Orban, est très proche de Poutine. Alors on peut le voir comme un dessin global où toutes les pièces s'agencent, mais on peut le voir aussi comme un rapport de force perpétuel entre différents acteurs. Moi, je crois vraiment à la réelle politique. Petite personne. Je pense que le plus grand adversaire du mondialisme, c'est ce retour à la réelle politique. Et d'une certaine manière, quand Trump offre Jérusalem reconnaît Jérusalem comme capitale d'Israël, le but, la conséquence immédiate, c'est de déléguer la responsabilité maintenant de la situation du autour d'Israël directement aux Israéliens eux-mêmes. Donc, vous voulez ça, maintenant assumez cette situation.
dans les faits, comment dire, c'est terrible pour les populations palestiniennes même pour les Arabes israéliens, mais à terme, je pense que seul le réalisme politique doit s'imposer. Mais effectivement, si dans le fond, comme le dit par exemple Youssef Indy, les gens, même comme des Netanyahou, sont portés par quelque chose de complètement irrationnel qui veut réellement supprimer toute forme de rivaux théopolitiques dans son environnement proche, c'est problématique. Mais est-ce bien faisable et est-ce bien réalisable? Ce qui est sûr, c'est que les États occidentaux ne seront jamais, comment dire, si on voulait simplifier, ils ne seront jamais antisionistes. Ils ne peuvent pas l'être parce que du moment qu'Israël a l'arme atomique et qu'elle a dans sa doctrine militaire ce que certains généraux israéliens ont appelé le projet Samson, qui vise avec des vecteurs nucléaires directement les capitales européennes, du moment qu'Israël est un acteur nucléaire, les pays occidentaux sont obligés de le prendre en considération et d'écouter ses vues. C'est pour cela que la course est lancée pour ne pas que l'Iran, à son tour, ait l'arme nucléaire. Alors, cette question de la respiritualisation de la société face à l'utopie de la société ouverte, vous parliez de la Russie de Poutine. L'État russe, clairement, va dans ce sens-là en favorisant l'orthodoxie et même les différentes religions nationales présentes sur le sol russe. Donc effectivement, c'est une voie indispensable. Si en France, on avait le même genre de politique, effectivement, la résistance identitaire de la population serait autre. Mais moi, quand j'entends le terme identitaire, c'est vraiment au sens ethnoculturel, mais en incluant effectivement aussi cette notion spirituelle. Donc en France, le catholicisme, le christianisme, mais le problème, ce qui est problématique, c'est l'activité des réseaux de la société ouverte au sein de l'Église elle-même. De ces réseaux qui veulent faire de l'Église finalement une sorte d'énorme ONG parmi les autres. De déclaration du pape François où il est toujours question de questions sociétales, jamais de questions spirituelles, des fins dernières de l'âme, de ce qui se passe après la mort, enfin très rarement, ou en tout cas on est toujours dans la communication et dans des choses qui à la limite sont même pas le rôle d'un chef spirituel, ou aussi de manière contingente, mais pas le cœur de l'activité du prêtre et donc du pape aussi, c'est le salut des âmes. Donc partant de là, effectivement, c'est essentiel. Mais donc dans mon étude, je parle de ça aussi, c'est l'entrisme de la société ouverte dans l'Église est gigantesque et il date de longues années. Et avant ça, il a été précédé par l'entrisme du marxisme christianisé, et du marxisme culturel, de la théologie de la libération, mais aussi de la théologie du peuple, qui est une variante de la théologie de la libération et dont est issu directement le pape François. Donc toutes ces questions-là empêchent l'émergence d'un christianisme complètement sain, qui pourrait effectivement être l'alternative à l'idéologie de la société ouverte et en fait à cette espèce de fausse générosité, de fausses religions en fait, de religion sans Dieu et sans les espérances chrétiennes portées au niveau terrestre et sans la religiosité, mais ça c'est constitutif même de la personnalité même d'un George Soros. C'est des gens qui ne croient pas à l'au-delà et qui en fait leur salut d'une certaine manière, enfin ils ne croient que aux choses terrestres. Donc il faut réaliser un paradis terrestre où il faut abattre ce qui est traditionnel ou dont ils ne peuvent pas comprendre la substance. Mais donc voilà, sur cette question spirituelle, le problème, oui, mais le recours au christianisme est essentiel, mais
la version actuelle qu'en donne le pape François est très problématique pour les catholiques. Si on regarde par exemple le christianisme orthodoxe russe ou les déclarations du patriarche Cyril, là on est dans quelque chose qui est beaucoup plus traditionnel et clair. Avec en plus l'intelligence du patriarche Cyril de ne pas fermer la porte à l'alliance avec les catholiques dans la lutte contre la sécularisation planétaire. Ça c'est essentiel. Donc je pense que le prochain pape catholique, si tu en avoir un, ça devrait être un pape de rupture. Mais c'est vrai que dans mon étude, moi, je me suis concentré sur, on va dire, des aspects très... comment dire il y a des questions comme ça, mais sur les aspects vraiment techniques et les plus documentés. Parce que le problème, c'est est-ce que... comment dire, savoir la vision profonde... est-ce que Georges Soros a quelque chose comme un ésotérisme ou quelque chose comme ça qui le porte? Ça, c'est difficile à savoir parce qu'il n'en parle pas vraiment. Il se concentre sur ce qui était visible et sur les sources inattaquables. Mais par contre, les liens avec ce que vous avez dit, c'est-à-dire l'école de Francfort, l'American Jewish Committee, la cybernétique, toutes ces thématiques-là sont évidentes. C'est très intéressant d'avoir une figure que l'on peut étudier pour décortiquer, déconstruire l'ensemble de l'idéologie globaliste en fait. Et en fait, moi dans mon étude, c'est ce que je me suis attelé à faire, c'est en partant de l'exemple de Soros, montrer que finalement il était un point de convergence de différents courants qui continueront effectivement d'agir, même une fois qu'il ne sera plus là, qui agissaient avant, qui continueront d'agir, mais quand même, moi, et ça rejoint l'idée chrétienne, c'est-à-dire que sans les humains, pour réaliser les choses, sans la bonne personne, les choses ne se font pas forcément non plus. Donc il y a vraiment une responsabilité personnelle. On peut le voir effectivement, il est presque de manière hegelienne, comme c'est un moment de l'histoire ou des choses comme ça, mais il est plus que ça. Il y a vraiment un investissement personnel là-dedans. Et ce qui est intéressant, c'est de déconstruire sa personnelle même, sa formation personnelle, pour comprendre d'où lui vient ça. Et là, on comprend parce qu'on comprend en fait les racines d'un judaïsme sécularisé, on comprend l'influence donc de la London School of Economics, de l'idéologie du socialisme fabien, on comprend les influences de Karl Popper, des penseurs de la cybernétique, voilà, tout qui converge, mais effectivement, lui-même n'est pas l'ensemble du phénomène, mais il le synthétise grandement, et surtout ce qui est intéressant, c'est de se dire, pendant toutes ces années 80 et 90 qui ont constitué l'apex vraiment de la société ouverte dans le monde, où là c'était les années 90 particulièrement, avec la chute du rival communiste, on a pu penser que voilà, là c'était la fin de l'histoire, comme disait Fukuyama et tout, et pendant toutes ces années, nous-mêmes, nos proches, nos parents, enfin tous les gens qui subissons cette espèce de machine gigantesque, le grand remplacement de population, maintenant tout est fait pour qu'on n'en prenne pas conscience, mais en fait c'est là, c'est même pas quelque chose qui va arriver, c'est quelque chose qui est déjà arrivé, qui a eu lieu et qui continue en fait. Donc pendant tout ce temps, tout cela a été empêché, et le rôle d'un Soros était fondamental, et il a été occulté pour ce qu'il était. Il était juste présenté comme voilà, effectivement, comme l'investisseur qui après presque était un génie parce qu'il arrivait à casser les marchés nationaux ou des choses comme ça. Mais voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est de se pencher là-dessus. Mais effectivement, moi je suis assez optimiste quand même, parce que si on regarde bien, si on pourrait retourner leur propagande, mais ces vieux mâles blancs de plus de 80 ans, comme Georges Soros et d'autres là, qui veulent nous mélanger de force, bah, ils arrivent déjà au bout de leur vie physique, donc ils ont beau faire ce qu'ils veulent, ils restent mortels et humains. Et transhumanisme mis à part. Voilà, oui, mais même ça, en fait, je pense que le plus grave danger, c'est comme le communisme, c'est-à-dire ça ne peut pas être réalisé, donc c'est plutôt le plus grand danger, c'est l'effondrement de cette utopie. En fait. Le plus grand danger de l'utopie, c'est pas la réalisation de l'utopie, parce que c'est irréalisable. Qui pousse jusqu'au bout. Voilà, c'est son impossibilité ontologique qui fait que son effondrement, c'est ça le plus dangereux en fait. Et c'est ce qui nous guette à quel moment, ou après, ce millénarisme est tellement fou et
n'y a pas d'autre issue pour une extrême-mère. C'est comme ce qu'explique Jacques Attali quand il dit il y aura une phase d'hyper-empire, là, comme il dit, voilà, donc où l'Amérique va devenir l'Amérique monde, où ça va être par la violence, et après des guerres, et ensuite la possibilité de nouvel ordre mondial planétaire, sans État. Bon, avec Jérusalem comme capitale. Alors oui, voilà. Alors la différence, c'est que George Soros ne parle. Alors soit il est assez habile pour ne pas en parler, soit il ne veut pas en parler, soit c'est aussi une explication psychologique fort probable. Il a un problème identitaire avec son origine juive. Et en tout cas, les citations qu'il fait, et là sur pareil, moi je m'en tiens aux sources qui existent, mais si on suit ce qu'il dit même de sa famille et tout, on voit que ce sont des milieux issus d'un judaïsme sécularisé, mais qui avait rompu avec le traditionnalisme juif, on pourrait dire. Et d'ailleurs, ce qui est significatif, c'est son père qui était un espérantiste, qui lisait et pratiquait l'espéranto, et qui a justement changé le nom de sa famille Schwartz en Soros dans les années 30, quand la montée de l'antisémitisme arrivait en Hongrie. Il a changé en Soros, qui signifie aller de l'avant, et dans le sens utopique. Voilà. Et en tout cas, il est intéressant à étudier, et même fascinant d'une certaine manière, parce qu'il a une vision du monde qu'il s'acharne à appliquer et à réaliser. C'est la force. Si on avait de notre côté des millionnaires ou des milliardaires non matérialistes, mais conservateurs, voilà, pour investir, le seul moyen, c'est ça. Ce serait qu'il y ait des gens d'argent qui puissent investir dans une direction alternative ou opposée. À titre personnel et au niveau de la population, ce qu'il y a à faire, c'est se préparer à la sortie brutale de l'utopie de la société ouverte. C'est plus ou moins la seule chose. Eh bien, on va conclure là-dessus. Pierre-Antoine Plaquevent, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Pour le compte de l'association Culture Populaire, ici en Vautert. Et merci de nous avoir accordé ce tout premier entretien. Oui. Pour la sortie très prochaine de votre ouvrage George Soros et la société ouverte, métapolitique du globalisme, aux éditions Le Retour aux Sources. Au revoir, Pierre-Antoine. Au revoir.